Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi France 3 Lorraine pour ce débat pour les législatives 2022. Ce soir, gros plan sur la deuxième circonscription de la Meuse, celle dite de Verdun, un territoire rural qui compte un peu moins de 60 000 électeurs et un peu plus de 83 000 habitants. Qui sera le nouveau représentant des Meusiens du Nord à l'Assemblée nationale alors qu'Émilie Cariou, la députée sortante, ne se représente pas? 12 candidats se sont déclarés sur cette circonscription. Quel est leur programme? Quelles sont leurs priorités pour le territoire nord-meusien? Nous allons en parler avec 5 d'entre eux présents autour de cette table. Bonsoir Florence Goulet. Bonsoir. Vous êtes la candidate Rassemblement National. Anne Bois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la candidate d'Ensemble, vous soutenez le président nouvellement réélu. Johan Laflotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat Europe Écologie Les Verts pour la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Michel Menson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat Reconquête pour le parti d'Éric Zemmour. Et enfin, Jean-Marie Adonné, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat des Républicains investi pour cette élection législative. Alors, avant de commencer à évoquer quelques thèmes qui sont des thèmes d'actualité pour la Meuse, je vous propose en un de vous présenter et en deux d'expliquer à nos téléspectateurs pourquoi vous êtes candidat. Vous avez pour cela 45 secondes. L'ordre du passage a été déterminé par tirage au sort. On commence par vous, Anne Bois. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je suis une femme engagée et déterminée depuis plus de 18 ans en fait, sur mon territoire. J'habite Étain, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je représente donc la majorité présidentielle pour notre deuxième et belle circonscription. Alors, j'ai été donc militaire pendant 5 ans, au niveau du 3e RH à Étain. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette région. Et par la suite, j'ai exercé 10 ans dans l'insertion professionnelle, où j'ai pu accompagner les chefs d'entreprise dans leurs difficultés de recrutement, ainsi que les demandeurs d'emploi. Voilà, donc je connais parfaitement leurs besoins. Très bien, il vous reste quelques petites secondes, mais on peut continuer comme ça. Florence Goulet, présentez-vous, qui êtes-vous ? Alors, je ne suis pas née en Meuse, je suis née en Normandie et j'ai travaillé à l'Assemblée nationale avec différents députés de la ruralité. J'ai rejoint Marine Le Pen parce que en fait, j'ai commencé mon parcours politique en militant auprès de Philippe Séguin et de Charles Pasqua, donc je militais au RPR. Et puis, au fil du temps, j'ai pris conscience en fait que les parlementaires et l'Assemblée nationale étaient devenus une chambre d'enregistrement et que très souvent, les parlementaires qui défendaient la ruralité avaient un double discours à l'Assemblée nationale. Et j'ai été convaincue par les propositions de Marine Le Pen que j'ai rejoint. Et je souhaitais en fait défendre cette voilà. ruralité. Et c'est fini, merci. On comprend tout à fait pourquoi vous vous présentez. Jean-Marie Adonné, c'est à vous, présentez-vous. Pourquoi vous présentez-vous aux législatives ? Bonsoir, merci de votre invitation sur ce plateau. Donc, moi, Jean-Marie Adonné, je suis né à Villone, dans la Meuse, la vallée de la Meuse. Je suis maire de la commune de Sabonieux. Je suis également, je dirige l'entreprise Adonné-la-Morlette qui emploie 30 Meusiens en CDI et qui fait vivre peu ou prou une centaine de personnes. Je suis président bénévole de l'ADMR, aide à domicile en milieu rural, large volet social puisqu'on vient en aide aux familles, notamment à nos seniors. De par ma profession, je suis élu à la Chambre de commerce et d'industrie récemment, où je suis délégué régional. Et également, j'ai rempli un mandat de 4 ans au tribunal de commerce. Et justement, l'expérience acquise de par mes fonctions me permet de prendre conscience des enjeux pour votre territoire. Et c'est terminé. On passe à vous, Johan Laflotte. Expliquez-nous pourquoi vous êtes candidat. Qui êtes-vous ? Bonsoir, donc je suis Johan Laflotte, j'ai 33 ans, je suis né à Verdun, j'ai grandi en Meuse et donc après quelques années d'études d'ingénieur à Nancy et une première expérience professionnelle en Provence, j'ai décidé de rentrer en Meuse auprès de ma famille. Je souhaite d'ailleurs que les jeunes Meusiens qui veulent rester et travailler, vivre en Meuse, puissent le faire avec des études qualifiantes, un emploi épanouissant et des conditions de vie décentes. Je défendrai aussi pendant mon mandat tous ces Meusiens précaires qui subissent de plein fouet la hausse des prix des carburants notamment, et puis l'abandon des services publics, les déserts médicaux.
Et enfin, je porte aussi une très grande attention en tant qu'écologiste au défi environnemental qui est devant nous. Et donc, voilà, je le défendrai pendant mon mandat. Parfait, on va en parler dans cette émission. Enfin, Michel Menson, à vous, présentez-vous. Bonsoir. Pourquoi vous présentez vos législatives? Bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Pourquoi je me présente? C'est très large. D'abord, la défense de la nation. Parce que je veux bien, mais l'Assemblée nationale, c'est une Assemblée nationale. On n'est pas là essentiellement pour jouer le conseil départemental bis, mais pour remonter la volonté des Meusiens au sein de l'Assemblée nationale. J'habite au Bréville et je vais bientôt acheter à Brabant, qui est juste à côté, parce que c'est une région que j'ai choisie. Je suis né dans le Nord, j'ai passé une partie de ma vie professionnelle en Normandie, et j'avais le choix entre la Marne et la Meuse. Donc la Meuse a été mon choix, parce que les paysages sont magnifiques, et que ce département n'est pas assez défendu. Et vous le défendrez sans doute. Je vous propose à présent de rentrer dans nos trois thématiques qui sont importantes pour les Meusiens en cette actualité. L'emploi et le pouvoir d'achat, les services en milieu rural et l'énergie. Je vous propose de commencer par l'emploi et le pouvoir d'achat. Quelles propositions, si vous êtes élu, quelles mesures comptez-vous proposer? Anne Bois, je vous propose de commencer à nous dire un peu quel serait votre programme sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat. Alors, comme vous le savez, c'est la priorité numéro 1 du gouvernement, notamment d'Elisabeth Borne, que j'ai pu rencontrer l'année dernière. J'ai travaillé beaucoup avec elle sur le contrat emploi jeune. Voilà. Donc, j'ai son soutien aussi pour cette candidature. Cette priorité, on en a bien conscience. Voilà. Donc, on sait que les Français souffrent, on sait que les Meusiens souffrent. Et nous prendrons donc déjà des mesures dès le mois de juillet pour cela. Oui, le gouvernement a dit normalement après le second tour un projet de loi qui est déjà en réflexion, en proposition. Oui, tout à fait. Que vous voterez sans doute donc. Oui, tout à fait. Donc on aura parfois le chèque alimentaire, on aura la suppression de la taxe audiovisuelle. Voilà, donc ça, ce sont des mesures nationales que je défendrai pour le pouvoir d'achat. Mais ce que j'aimerais dire surtout aux téléspectateurs, c'est que remettre au centre la valeur travail. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas vivre sans emploi, du moins c'est difficile. Et donc ce pouvoir d'achat passera forcément aussi par l'emploi. Voilà, donc ça, ce sera aussi une de mes priorités au niveau du national et aussi du territoire, si je suis élue. Madame Goulet, le Rassemblement national a des propositions justement pour le pouvoir d'achat, pour l'emploi. Marine Le Pen n'a pas attendu le premier tour des élections présidentielles le 1er avril pour prendre des dispositions. Elle en a parlé, elle a été une des premières et tout le monde aujourd'hui fait le constat qu'effectivement les Français souffrent, que les difficultés du monde rural sont là depuis très longtemps. Et donc, elle a fait une proposition, c'était de baisser à 5,5 les produits, l'essence, le gaz, le fioul. Donc 5,5 de TVA, 5,5%. Ouais. Et donc aussi, son autre proposition, c'est un panier de 100 produits à 0% de TVA, des produits, ce qu'on appelle les produits essentiels, alimentaires et hygiène. Et donc, elle a toujours porté ses propositions depuis très longtemps. Et moi, je m'étonne un petit peu qu'aujourd'hui, on fasse ce constat, parce que, comme je le disais en début d'émission, j'ai travaillé comme attachée parlementaire à l'Assemblée nationale avec des députés qui représentaient la ruralité. Et en fait, ce que j'ai constaté, il y a quand même une prise de conscience, c'est que depuis plusieurs décennies, le discours est double, en fait. Le langage est double. C'est-à-dire qu'on fait des propositions quand on est sur le terrain et quand on est à l'Assemblée nationale, on vote des lois qui sont en fait complètement... qui ne sont pas en adéquation avec les besoins de cette population. Et aujourd'hui, cette fracture territoriale, elle est là. Et on a voté des lois, par exemple, pour... baisser les contrats, les contrats aidés, enfin pour supprimer les contrats aidés. On a baissé les APL, on n'a pas réindexé les petites retraites alors que c'est normalement garanti par la loi. On a augmenté les taxes sur l'essence.
Donc ça a été fait en 2018. Donc en fait, là, ce que fait Emmanuel Macron, c'est revenir en fait à 18 centimes proposés à la pompe, c'est ça. Voilà, donc en fait, on revient un petit peu en arrière. Voilà, en arrière. Mais on ne va pas plus loin. Et on ne va pas plus loin. Ce que vous voulez, c'est aller plus loin. Voilà, exactement. Et en fait, ces propositions qu'a portées Marine Le Pen dans les territoires ruraux, je crois que les gens l'ont entendu, puisqu'en fait, elle a été en tête dans 22 000 communes en France. Et aujourd'hui, notamment dans le département de la Meuse, on a quand même 35% au premier tour et près de 56% au deuxième tour de personnes qui lui ont fait confiance à partir de ces propositions. Alors moi, je m'étonne un peu que là, on découvre le pouvoir d'achat, qu'on parle d'attractivité et de revenir à des choses qui devraient, à mon sens, être prises en compte depuis bien longtemps. Ouais. Jean-Marie Adonnet, vous partagez ce sentiment que finalement la législature qui vient de s'achever a pris des mesures qui étaient contre le pouvoir d'achat Elle n'était pas contre le pouvoir d'achat, mais c'est des mesures qui ne sont pas pérennes. On n'en voit pas 100 € ici et là de temps en temps, il faut des mesures pérennes. Qu'est-ce que vous proposez justement, les Républicains ? Personnellement, moi je vis dans ma commune où je suis maire, je vis au quotidien avec mes administrés, je vis au quotidien à côté de mes 30 salariés, je les vois tous les jours, je travaille avec eux. Et aujourd'hui, les familles modestes, les classes moyennes souffrent. Souffrent parce que le 20 du mois, ils ont le choix entre remplir le frigo ou faire le plein. Donc il faut agir. Il faut agir. Il faut agir. Aujourd'hui, et je suis assez satisfait parce que j'avais fait un petit calcul où un employé devrait, peu ou prou, s'il avait une augmentation de 300 € de salaire par mois, ce ne serait pas à l'Amérique, mais ça serait déjà pas mal. Alors c'est une bonne question, vous qui êtes chef d'entreprise. Bruno Le Maire a récemment dit « Je demande aux entreprises d'augmenter les salariés ». Est-ce que c'est viable ou est-ce que c'est à l'État de prendre en charge ce pouvoir d'achat ? Je ne sais pas si monsieur le maire n'a jamais dû lire le bilan comptable d'une PME. Moi, je le lis tous les jours. Il vient de se terminer au 31 décembre. Une entreprise aujourd'hui, eu égard aux charges qui correspondent peu ou prou à un salaire, il n'est pas possible aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, il faut déjà, qu'on le veuille ou non, c'est baisser les charges des entreprises. Imaginez qu'il y ait quelques centaines d'euros en moins de charges, on les reverse sur les salaires. Et c'est relativement simple. Aujourd'hui, l'État est trop gourmand. La part sociale est mal répartie, ce qui fait que les entreprises sont assassinées de charges et ce n'est pas possible. Bon. Et du côté de la nouvelle Union populaire, quelles sont les propositions justement ? Baisser les charges, ça peut être une solution, peut-être rééquilibrer les salaires ? Non, au niveau de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, on a des mesures fortes que Jean-Luc Mélenchon et tous les partenaires de gauche ont bien présentées tous ensemble lors de leur conférence de presse pour le programme. C'est d'une part le SMIC à 1 500 € net. Alors évidemment, je suis d'accord avec M. Adonnet, les petites entreprises n'ont pas forcément les moyens d'augmenter là tout de suite les salaires à ce niveau-là. Et donc, il est important que l'État les accompagne pour aider à atteindre ces niveaux. Et au-delà des petits salaires, il faut évidemment remonter tous les salaires. Donc, on propose une conférence nationale sur, d'une part, la revalorisation des salaires et d'autre part, le partage du temps de travail, éventuellement une réduction du temps de travail, notamment pour les métiers les plus pénibles, pour les personnes âgées, etc. Donc tout ça, évidemment, pour améliorer le pouvoir d'achat. Et autre mesure très importante pour le pouvoir d'achat, c'est là, dans l'immédiat, le blocage des prix sur le carburant. Donc 1,40 € le litre de carburant que nous proposons. Donc aller plus loin que ce que propose la majorité, le président pour l'instant. On est à 1,80 €, quelque chose comme ça, je crois, sur le carburant. C'est pas tenable, surtout pour les Meusiens qui ont besoin de leur voiture tous les jours pour aller travailler. Oui, on estime que 89% des actifs meusiens ont besoin de leur voiture pour travailler. Donc effectivement, il y en a besoin sur ce territoire. Voilà. Un petit mot, Monsieur Menson, sur ce pouvoir d'achat, sur quelles sont les bonnes idées ou qu'est-ce que propose Reconquête de ce côté-là ? Alors déjà, on est pour une refondation totale de notre système fiscal, de A à Z. Parce qu'actuellement, on ne voit pas bien où va l'argent. Personne ne le voit. Ça a été la principale revendication des Gilets jaunes, qui était de savoir où allait l'argent. Là, on paye la taxe foncière, on paye la taxe d'habitation, on paye la redevance audiovisuelle. Habitation un peu moins, normalement. C'est en quoi, sur la redevance audiovisuelle, je remarque que le président reprend les idées de Reconquête. Bon, c'est en quoi ? C'est pas grave.
Et c'est une très bonne chose. S'il reprend toutes nos bonnes idées, la France, elle va très très bien marcher. Mais tant qu'à faire, ça aurait été mieux de prendre directement Zemmour plutôt que de demander à Macron de reprendre le programme de Zemmour. Ça aurait été peut-être plus facile et plus efficace tout de suite. Bon, ça c'est fait. Ça, alors, aux électeurs de décider. Non, mais bien sûr. Mais c'est une question de logique. Alors donc pour le pouvoir d'achat, revoir donc Oui, parce que revoir le fisc. S'il y a moins de charges, et là je rejoins M. Adonné, s'il y a moins de charges, c'est tous les salaires qui en profitent. Pas seulement ceux qui sont au SMIC, mais tous ceux qui sont juste au-dessus et qui sont rattrapés petit à petit par le SMIC avec des augmentations, alors que les salaires qui sont juste au-dessus ne sont pas augmentés, ou rarement. Donc je pense que c'est pas remonter le SMIC, qui a un effet mécanique d'augmentation des prix, mais c'est revoir pour que tout le monde vive mieux de son travail. Bon, c'est en quoi j'ai entendu Madame Borne, que vous soutenez, dire que on pouvait aller travailler en trottinette sans difficulté. Je ne sais pas vraiment comment les Meusiens vont faire. Quelque chose à dire, Adbois, là-dessus? Difficile. Alors effectivement, la trottinette, nous n'allons pas faire Bréhéville, Chépy en trottinette, qu'on soit clair. Hein. Donc c'est sûr que la voiture, aujourd'hui, elle est indispensable en Meuse. Voilà. Aujourd'hui, ne serait-ce que pour faire ses courses, emmener ses enfants à l'école, même moi, voilà, j'emmène mes enfants à l'école en voiture. Donc par rapport à cette situation, on en a bien conscience et on va faire des mesures, mais pour le moment, il faut nous donner le moyen aussi de le faire, c'est-à-dire de pouvoir avoir la majorité présidentielle pour pouvoir continuer à faire ce travail de co-construction. Je vous voyais... Oui, on s'étonne pourquoi ça n'a pas été fait avant, parce que depuis les Gilets jaunes, je veux dire, la situation, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle n'est pas nouvelle. Concernant l'augmentation des salaires, Marine Le Pen avait une proposition, c'était de multiplier jusqu'à 3 fois le SMIC en exonérant les entreprises. C'était incitatif, parce que les PME, effectivement, les petites entreprises, pardon, elles sont aussi... un peu acculée, en fait, la situation est très très difficile aussi pour elle. Il y a des problèmes de matières premières, il y a des problèmes les carnets de commandes sont pas toujours remplis. Et d'ailleurs en Meuse, on constate aussi qu'il y a un volant d'intérimaires qui est très important. Donc ça pose aussi un problème parce que ça ne crée pas on n'a pas d'emploi pérenne. Donc moi, je veux bien entendre M. Macron maintenant ou Mme Borne nous dire que les choses vont aller et que tout va aller très bien. Mais je suis désolée, ils sont aux affaires quand même depuis 5 ans. Monsieur Macron a quand même été aussi dans le gouvernement de Monsieur Hollande. Ils ont tous été en situation, ils ont tous gouverné, ils ont tous vu ce qui se passait. Donc à un moment donné, ce progressisme un peu technocratique, qui est quand même un peu leur marque de fabrique, je veux dire, si on constate si les Français constatent cette situation, c'est qu'il y a un problème. Et ne pas le voir... moi, je suis désolée, mais à un moment donné, il faut quand même être lucide. Et je ne vois pas quel dispositif, parce qu'on parle de dispositif qui serait mis en place à partir du mois de septembre. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre le mois de juillet et le mois d'août? À partir du à la fin de l'année, la facture d'électricité des Français va encore augmenter. Donc, on va parler d'énergie, justement. C'est quand même Vous voulez réagir, Adbois, non? Oui, effectivement, voilà, le taux de chômage en Meuse a quand même beaucoup baissé. Hein, on est à 7,3%. Donc, il y a un constat, c'est-à-dire que c'est efficace. Voilà, oui, nous ne sommes peut-être pas d'accord là-dessus, effectivement. Voilà, c'est efficace. Nous sommes arrivés, et notre objectif, qu'on soit clair, c'est le plein emploi, donc c'est-à-dire 5%. Hein. Bon, il y a encore des emplois à pourvoir en Meuse. Hein. Beaucoup d'entreprises cherchent et ne trouvent pas. Hein. J'en veux pour preuve le chef d'entreprise qui trouve peut-être pas. Alors moi, je suis ni d'accord avec madame, désolé. Pour diriger une entreprise depuis très longtemps que j'ai créé de toutes pièces, parce que j'ai commencé tout seul dans mon sous-sol. Aujourd'hui, j'ai quand même 30 CDI. Les emplois, madame, ils sont pérennes en Meuse. Ils sont pérennes. Au contraire, le Meusien n'est pas aventurier, il est bien dans son entreprise, il n'a pas envie de changer, les emplois sont pérennes. En Meuse, j'ai une expérience, 10 secondes. Le 2 mai, à la recherche d'emploi, Pôle emploi, qui fait très bien son travail à Verdun, sur Verdun, nous convoque ou invite 20 demandeurs d'emploi lors d'une réunion spécifique pour notre entreprise. 3 se sont présentés. Un qui était blessé, un deuxième qui ne souhaitait pas travailler dans le bâtiment et un troisième qui avait un tout autre projet. Qu'est-ce que l'on fait des 17 qui ne sont pas présentés? Alors, peut-être la moitié des 17 avaient sans doute une bonne raison.
Bon. Mais aujourd'hui, on recherche des employés qu'on ne trouve pas. Donc le plein emploi en Meuse, je ne sais pas, j'espère un jour, mais aujourd'hui, il ne faut pas essayer de traficoter les chiffres, ce n'est pas vrai. Bon, il y a du boulot en tout cas. Il y a du boulot en Meuse et il y a toujours le même nombre de demandeurs d'emploi. Bon, je vous propose de passer à une autre partie, sauf si Monsieur Laflotte a un petit mot à dire, oui. Oui, non, je voulais répondre à Monsieur Mesneau sur la réforme fiscale. Bon, très bien, pourquoi pas. C'est dommage qu'il ne parle pas de justice fiscale, justement. Nous proposons réellement une meilleure progressivité, notamment de l'impôt sur le revenu, pour que chacun paye les un peu plus hauts salaires, c'est ça voilà. Oui, déjà, et puis que chacun paye, que les plus bas salaires payent à leur juste compte, et effectivement taxer les plus hauts revenus et rétablir l'ISF qui a été supprimé par M. Macron, et en faire notamment un ISF climatique pour taxer encore plus particulièrement les gros pollueurs. Bon. Puisqu'on sait très bien que c'est les personnes les plus riches qui polluent le plus et non pas les pauvres. Je vous propose de passer à cette question des services en milieu rural. La Meuse, évidemment, est confrontée à des déficits de services, que ce soit dans l'éducation ou bien dans la santé. La santé, notamment les déserts médicaux, c'est une préoccupation. Je vous rappelle qu'il y a une difficulté d'accès aux médecins. Quelles sont les propositions de vos partis, Anne Bois, par exemple ? Alors c'est sûr que les services médicaux aujourd'hui, c'est un réel problème dans notre ruralité, mais pas que chez nous, c'est quand même un problème dans d'autres départements. Alors l'idée en fait, ce serait vraiment de former aussi plus de médecins, de pouvoir leur permettre de venir dans nos campagnes pendant leur cursus scolaire et qu'ils donnent un petit peu de leur temps pour pouvoir nous aider. Puis qu'ils découvrent peut-être la campagne, parce que le souci c'est de les attirer dans la Meuse. C'est ça, tout à fait. Alors après, il y aura tout un programme d'accompagnement pour les logements, pour leurs conjoints. Donc c'est pas le tout de venir, de leur dire venez chez nous. Non, c'est aussi les accompagner en cela. Et la difficulté, c'est souvent le travail du conjoint, en fait. Tout à fait. Donc ça, c'est prévu. Nous verrons ensemble par la suite. Après, je suis plutôt, moi, d'avis, de faire une concertation aussi avec les acteurs locaux. Je ne suis pas une spécialiste du médical et le rôle du député, c'est pas forcément d'être un spécialiste d'une thématique bien précise. Je me considère plus comme un facilitateur, une facilitatrice, et pouvoir ensemble co-construire et travailler vraiment ensemble avec tous les acteurs, parce que c'est quand même eux qui connaissent leurs besoins. Voilà. Donc faire remonter ces besoins du territoire, donc par le biais de participation citoyenne, c'est prévu aussi donc dans le programme de la majorité présidentielle, et chose que je souhaiterais, si je suis élue, mettre en place assez rapidement. Voilà. Madame Goulet, des propositions du Rassemblement national pour justement l'installation des médecins. On parle du numerus clausus, d'incitation financière. Encore une fois, il faut trouver l'argent. Oui, alors effectivement, l'argent, on le trouve. On peut le trouver ailleurs. Il y a beaucoup de fraude fiscale et de fraude sociale. Ça peut être une piste intéressante aussi pour faire des économies et effectivement reporter ces économies sur d'autres postes budgétaires qu'en ont besoin. Moi, je voudrais faire un petit retour en arrière parce que on parle de concertation avec le terrain, etc. Mais quand on a des responsabilités d'élus, la concertation, c'est tous les jours. Et en fait, c'est de faire remonter à l'Assemblée nationale, effectivement, ces différentes attentes de la population et des responsables. Le problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a toujours un double discours. Parce qu'on n'en serait pas là aujourd'hui si ceux qui sont sur le terrain avaient relayé de façon efficace et avec une certaine constance toutes les attentes. Là, vous attaquez encore le bilan de M. Macron, de M. Hollande aussi, exactement, parce des prédécesseurs. Je vais parler de l'hôpital, par exemple. L'hôpital aujourd'hui, et c'est une catastrophe. Les soignants sont au bout du rouleau. Il y a vraiment un manque de personnel. Il y a eu le Ségur de la santé, mais enfin, ça va pas assez loin. Ça va pas assez loin parce qu'en fait, on ne rattrape que ce qui manque. Et puis, on a eu une vision comptable de l'hôpital. Donc on a fait une réforme hospitalière, on a créé des ARS, et que font les ARS sur le plan régional ? Elles ferment des services de soins, elles ferment une maternité comme à Bar-le-Duc, et donc moi je veux bien, mais cette si vous voulez, cette incohérence entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale, où là il y a des feuilles de route, il y a des feuilles de route, on vote des lois, et les lois c'est un cadre, et ça a des répercussions sur nos concitoyens, donc il faut que les gens le sachent. On va avancer un petit peu parce que
vous êtes pas mal en avance au et niveau donc- du temps de Et parole, donc, mais je vous voudrais écoute. dire que pour revenir aux propositions de Marine sur, Allez, on conclut sur la là-dessus. santé, Oui. elle a par exemple une proposition, c'est un revenu modulable en fait pour un médecin qui souhaite s'installer en milieu rural, parce que c'est beaucoup plus simple que les dispositifs qui ont été mis en place. Il faut savoir qu'un médecin, il a déjà un tiers de son temps qui est pris par de la paperasserie administrative. Et il y a des propositions Donc- justement pour que des personnes s'en chargent. Oui, absolument. d'accord, mais enfin, voilà, c'est quand même incitatif et au moins, après, il faut trouver aussi le cadre pour sa famille, effectivement. Bien sûr, c'est la difficulté en Meuse. Voilà. Jean-Marie a donné un mot sur la santé, les propositions des Républicains. Aujourd'hui, en Meuse, Madame Bois, bon nombre de collectivités, notamment communautés de communes, ont installé des maisons médicales. Il y en a pratiquement dans tout le département. Encore faut-il des praticiens. Hein. Alors, Je j'allais prends l'exemple venir. de Montmédy où J'allais- il y avait 4 médecins et il n'en reste plus qu'une là J'allais quasiment. Hein. J'allais vous donner l'exemple. Aujourd'hui, les structures sont là, ils n'arrivent pas à les remplir. Moi, concernant les médecins, pourquoi pas en fin d'études l'État a financé un certain nombre d'années d'études. Pourquoi l'État obligerait, j'ose le mot, obligerait les médecins à s'installer en ruralité ou ailleurs. Hein. Donc une contrainte, une obligation contrainte. de s'installer. Un militaire qui sort de Saint-Cyr, il a son affectation, il va où on l'envoie. Donc on suive un peu cette logique. Bien sûr, Voilà. alors, pas à vie bien entendu, mais les 2 ou 3 premières années, il va dans un... Alors s'il veut la choisir, il peut la choisir, mais où on en a besoin. Après, il y a toute une structure. Il faut l'aide-soignant, il faut l'infirmière, il faut le kiné. Ça, c'est peut-être un tout petit peu moins compliqué. Mais la figure de proue, c'est le médecin généraliste. À Montmédy, j'étais avec le maire de Montmédy la semaine dernière. Il n'a plus qu'un médecin et sa hantise, il n'endort plus la nuit. C'est que son médecin, pour une raison ou pour une autre, quitte les locaux et il n'a plus de médecin à Montmédy. Eh oui, eh oui. Et Montmédy, c'est une région magnifique. Eh oui, il y a à peu près 8000 patients hein, dans le Oui. secteur de Montmédy. On a du mal à trouver des médecins. Johan Laflotte, une proposition pour la santé. Oui, alors je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne idée vraiment d'obliger les médecins à s'installer, surtout les jeunes médecins. Ça me fait penser un peu au système de l'éducation nationale où on envoie les jeunes professeurs en banlieue, là où personne ne veut aller. Vous pensez que c'est pas une bonne idée, ouais. Et ils se retrouvent un peu seuls, voilà, dans des conditions qu'ils ne connaissent pas. Ici, on a aussi voilà, des personnes très précaires qui ont besoin de médecins expérimentés. Je ne suis pas sûr qu'envoyer les jeunes médecins 2 ou 3 ans à la campagne Qu'est-ce qu'on soit fait vraiment alors la meilleure idée. Il faut tout faire pour les inciter à venir et à rester. Ça peut être les salariés, pourquoi pas, dans les zones rurales et dans les maisons de santé, qui justement, on l'a dit, il y en a une chez moi à Souilly Donc c'est un petit qui est vide elle coup de aussi, pouce des malheureusement. collectivités en fait. Ils deviennent salariés d'une collectivité. Pourquoi pas, oui, on peut réfléchir à ça. Ou alors ils se mettent entre eux pour créer des coopératives médicales et essayer de s'entraider pour voilà, qu'un ancien médecin, justement, accompagne un jeune médecin qui s'installerait sur la Meuse. Et puis au-delà des médecins, il y a aussi évidemment l'hôpital public qu'il faut absolument aider. Il faut investir massivement. Enfin, je connais assez bien l'hôpital de Verdun. J'ai plusieurs membres de ma famille qui y travaillent. C'est catastrophique. En fait, On a toujours des urgences, heureusement. Oui, Et bien puis de la sûr, réanimation, heureusement. Oui, mais- bien sûr. Et les soignants, les médecins font le maximum pour accompagner et soigner les patients au mieux. Mais en fait, les soignants sont vraiment à bout. Là. Après 2 ans de Covid, il y en a beaucoup qui partent et ils ne sont pas remplacés parce que plus personne veut y aller. Et donc, c'est un cercle vicieux, évidemment, ensuite, puisque, évidemment, moins il y a de médecins ou Donc de là, il faut faire soignants. quoi et plus aussi c'est compliqué. revaloriser, par exemple Revaloriser les salaires évidemment, et puis investir dans l'hôpital public, avoir du bon matériel, avoir des conditions de travail décentes. Donc cesser peut-être la logique comptable dont parlait Madame Goulet. Tout à fait, exactement. Oui, on peut aussi revenir sur la tarification à l'acte, je pense, qui est la source du problème à la base du financement des hôpitaux. Et je précise avec des financements publics, et il n'est pas question, comme on a vu dans les EHPAD, que le privé investisse pour faire de l'argent, évidemment, dans l'hôpital public, comme c'est malheureusement le cas en ce moment à Verdun avec un projet public-privé qui est en projet. Je ne jette pas la pierre à l'hôpital de Verdun qui fait ce qu'il peut pour trouver de l'argent, mais il faut vraiment que l'État, le ministère de la Santé, réinvestisse et puisse investir dans l'hôpital public. Monsieur Menson, un petit mot sur la santé, des propositions de reconquête. Sur la santé, c'est un petit peu plus large, puisqu'on est, entre autres, pour la suppression des ARS, on est pour la départementalisation, entre autres, de la gestion, et pour que ce ne soit plus l'État qui gère tout, mais que les départements aient la mise
sur ce dossier-là. Plus de ainsi que sur proximité, c'est ça? d'autres. Beaucoup plus de proximité dans la gestion, dans l'adaptation aussi, puisque le département connaît la totalité de son département, ainsi que les maires, alors que quand c'est décidé au niveau de l'État, c'est du saupoudrage général. Je pense que l'État donne un axe, c'est une bonne chose, mais la gestion quotidienne, elle doit être au plus près. Il est évident que le pouvoir d'achat en Meuse avec un SMIC est supérieur au pouvoir d'achat avec un SMIC à Paris. Donc, parce que l'habitat est moins cher, parce que l'habitat est moins cher, entre autres. On arrive à trouver des maisons tout à fait sympathiques en Meuse à 150 000 euros. Je mets au défi qui que ce soit de trouver une maison confortable à Paris pour 150 000 euros. Ça n'existe pas. Donc la généralisation du SMIC, c'est une chose. Mais au niveau de la santé, je pense qu'il y a beaucoup qui voudraient s'installer. Il y a beaucoup qui voudraient aussi une formation. Et je crois que le système de formation actuel est trop rigide. Donc on est pour qu'il soit un petit peu plus souple. Un numerus clausus peut-être soit supprimé, soit assoupli. Soit supprimé parce que là, il y a beaucoup trop de jeunes qui voudraient le faire et qui ne le font pas parce que je suis pas dans le cadre. Élargissons un peu le cadre, donnons plus de possibilités. Plus de souplesse. Et aussi que ce soit plus facile de se dire, je suis infirmier pendant 3 ans, je reprends au niveau où je suis même à 30 ans pour devenir interne, puis après pouvoir devenir généraliste. Je crois qu'on n'est plus à une époque où on fait le même métier toute sa vie. Ce temps-là, il est complètement révolu. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent évoluer dans une filière et qui se disent, ça, j'ai fait le tour, c'est bien, je voulais travailler plus vite, mais maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. Donc peut-être assouplir les règles du travail, les passerelles, peut-être trouver... que ce soit beaucoup plus simple. Monsieur Laflotte. Je voulais juste répondre à Monsieur Mesneau. Je ne suis pas sûr qu'on vive dans la même Meuse. Monsieur Menson. Menson, pardon. Je ne suis pas sûr qu'on vive dans la même Meuse, parce qu'effectivement, peut-être que les logements sont moins chers, mais à Paris, on peut prendre les transports en commun, payer à moins 50% par l'employeur pour se déplacer. Donc il y a d'autres facilités, alors qu'en Meuse, il faut payer son carburant. On a 200 € de frais de plein chaque mois pour aller travailler. Donc non, je ne crois pas que... la Meuse soit plus favorable. Non, pas forcément, non. Sur la question des ARS, on parlait, en tout cas c'est une proposition du Rassemblement national et de Reconquête. Madame Bois, vous pensez que ça peut être une idée, justement, de redonner plus de pouvoir aux hôpitaux locaux? Alors effectivement, les hôpitaux locaux... ils sont quand même nécessaires. Je veux dire, comment se soigner aujourd'hui s'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir agir? Alors, il y a la question des moyens, mais il y a la question de leur propre gestion. Est-ce qu'il faut leur donner plus d'autonomie? Alors, oui, moi je suis favorable pour qu'ils aient plus d'autonomie. Par contre, moi ce qui m'interpelle, c'est au niveau des Républicains, par rapport aux médecins. Si, voilà, je connais votre programme sur ce sujet-là, et en fait, vous souhaitez, par rapport aux médecins, qu'ils fassent des actes, en fait, décharger l'hôpital, en fait, est-ce que nos médecins traitants fassent des actes au quotidien. Donc nos médecins traitants... Oui, mais nos médecins sont déjà quand même surchargés. Donc nous, l'idée, ce serait plutôt d'inverser la tendance, décharger nos médecins traitants en justement leur possibilité de recruter des assistants, donc ça c'est prévu aussi, et qui puissent faire les actes de soins au quotidien. Et décharger par exemple de l'administratif ou d'autres petits soins, la bobologie. D'autres petits soins aussi, tout à fait, et qui leur permettraient vraiment de refaire les grands actes de médecine. Donc ça c'est quand même important. Les choses ont évolué. Le médecin d'aujourd'hui ne travaille plus comme le médecin d'il y a 30 ans, puisqu'il est dans une maison médicale où, vu de l'extérieur, c'est quand même un peu plus confortable. Et moi, ça ne me choque pas qu'un médecin puisse, ses premières années, aille dans un territoire où, entre guillemets, on lui impose. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que vous souhaitez que les médecins, en fait, fassent des soins complètement... locaux, et pour le coup, c'est vrai que cet hôpital, c'est compliqué pour eux de pouvoir se déplacer. Peut-être un peu pour, entre guillemets, désengorger les urgences. Parce qu'au fil des années, l'habitude s'est prise où on allait aux urgences pour peut-être un petit bobo qui encombrait les urgences pendant qu'il y avait des cas graves. Alors peut-être que le généraliste peut faire un petit peu plus comme il y a quelques années. Oui, à condition d'en trouver. Oui, puis à condition d'en trouver. Les nôtres, voyez, nos petits médecins. Je vais chez le médecin régulièrement, comme tout le monde. C'est pour ça, imaginez s'il n'est pas là, s'il est à l'hôpital. Il faut un peu plus de médecins.
Voilà, mais Il faut un peu plus de médecins. Allez, moi, Allez, je vous suis tout à propose fait d'accord. d'en terminer avec Mais cette pour partie pour médicale. terminer avec les médecins, Monsieur juste une Adonné. seconde, des collectivités ont fait l'expérience de rémunérer des médecins. Et Alors, vu l'extérieur, c'était sans doute une bonne idée, sauf que ça ne fonctionne pas. Bon. Donc ça veut dire que les médecins, il faut les convaincre d'une autre manière pour s'installer sur notre territoire rural. Allez, je vous propose de passer à cette question de l'énergie. Emmanuel Macron soutient, on le sait, la création de nouveaux réacteurs. La Meuse sera directement concernée si on a davantage de nucléaire. Vous savez qu'il y a le projet CIGEO et je souhaitais qu'on en parle. Est-ce que vous soutiendrez ce projet, oui ou non? J'ai envie de commencer par vous, Yoann Laflotte, en tant que représentant d'Europe Écologie Les Verts. Comme ça, c'est clair, c'est non. Évidemment, M. Macron s'est réveillé il y a un an en se disant peut-être que le nucléaire finalement c'est pas une si mauvaise idée, alors qu'il avait commencé par fermer ce qu'on trouvait plutôt intéressant. Le nucléaire, peu importe ce qu'on va faire, peu importe les milliards qu'on peut mettre dedans, ça restera dangereux. C'est la première chose. J'étais il y a 2 jours à une projection débat au Carrousel à Verdun, au cinéma, sur justement sur une fiction sur un problème nucléaire. Le problème, c'est que d'une part, c'est dangereux, et une fois que la machine s'emballe, pour quelque incident que ce soit, on ne peut plus l'arrêter. Et d'autre part, on n'est absolument pas informé. Personne en Meuse et en France n'est informé sur le risque nucléaire. On a la centrale de Cattenom pas très loin, on a celle de Chooz dans les Ardennes pas très loin non plus. S'il se passe quelque chose sur une de ces centrales, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Et puis ce projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure dans la Meuse aussi. Évidemment, qui sera aussi très dangereux, puisqu'il y aura aussi notamment tous les transports de déchets radioactifs. C'est une formidable idée de stocker tous les déchets radioactifs au même endroit. Et pour ça, il faut les amener à cet endroit-là. Et rien que ça, c'est très dangereux. On va avoir des colis nucléaires qui vont passer en centre-ville de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois. Je trouve ça assez invraisemblable. Et après, on va les stocker pendant quelques centaines de milliers d'années. C'est pas très important, quelques centaines de milliers d'années en Meuse. Madame Bois, Emmanuel Macron qui soutient le nucléaire, vous voterez toutes ces questions, par exemple de nouveaux réacteurs? Vous pensez que c'est une solution d'avenir? Alors oui, c'est une solution d'avenir, mais pas que. Il n'y a pas que le nucléaire. Donc nous avons pour projet d'ouvrir 6 nouvelles centrales d'ici 2027. Alors après, il faut être aussi lucide. Je veux dire, ça fait quand même pas mal d'années qu'on utilise le nucléaire. Nous avons des déchets, je vous rejoins. Il faut bien les stocker. Aujourd'hui, ils sont stockés donc hors sol. Donc c'est-à-dire qu'ils sont quand même dangereux. Ils sont en train de stocker pendant encore quelques dizaines d'années, parce que le projet CIGEO n'est pas prêt de se faire. Il faudrait donc, peut-être trouver d'autres solutions. Là-dessus, nous sommes d'accord que c'est dangereux, qu'il faut pouvoir les stocker. Il n'y a pas 15 000 solutions aussi pour pouvoir les stocker. Donc là, ils sont stockés au Havre, le personnel est parfois en danger. Donc effectivement, je soutiendrai ce projet de Bure, dans le sens où c'est quand même un projet qui a été co-construit avec beaucoup de partenaires, qui va être aussi créateur d'emplois. Il faut savoir que ça va créer beaucoup d'emplois. Maintenant, c'est sûr que le nucléaire, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Je veux dire, ça fait partie de nos besoins pour couvrir en énergie. Et nous souhaitons aussi développer tout ce qui est éolien, notamment par des parcs marins. Alors là, vous vous distinguez un petit peu de Reconquête, qui n'est pas trop pour l'éolien, il me semble. On est totalement plus pour le nucléaire, contre l'éolien, mais on est pour l'hydrolien. Un petit peu comme font nos voisins en Vosges, qui développent le micro-hydrolien dans pratiquement toutes les rivières, qui a un impact écologique absolument neutre et qui est périn. Et vous soutiendrez quand même le projet de Bure, le projet nucléaire? Le projet de Bure, moi je suis plus pour qu'on aille jusqu'à l'utilisation totale de l'uranium. Plutôt que de le stocker bêtement, il y a des solutions techniques, on fait du MOX, on fait d'autres choses, on met en place d'autres usines pour sortir de là avec une énergie aussi propre, mais en ayant épuisé la totalité il y a quand même les déchets de l'énergie. Il y en aura, oui, il y aura toujours des déchets. Le tout, c'est de diminuer leur impact pour qu'ils soient le moins dangereux possible. Voilà. Après, il faut faire des recherches. Moi, je ne suis pas scientifique, j'ai d'autres qualités, mais je ne le suis pas. Et les recherches ont été malheureusement un peu trop vite abandonnées. Donc, il faudrait remettre le budget véritable à Areva pour avoir à nouveau une industrie nucléaire performante. Areva qui est devenu Orano, on le précise pour ceux qui nous suivent. Un petit mot, monsieur Adonné, sur l'énergie demain.
Moi, j'ai eu beaucoup de mal à suivre M. Macron parce qu'il y a quelques temps, on ferme Fessenheim sans solution de remplacement. Aujourd'hui, c'est presque barre tout à droite, ou je ne sais pas, à gauche, enfin, peu importe. On change de cap, c'est pratiquement le tout nucléaire. Moi, le tout nucléaire... Non, c'est pas le tout nucléaire, monsieur Adnet. Non. Mais je continue. On va aller assez rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc une solution pour l'avenir. C'est une solution mixte. Moi, je vois bien nos pavillons de demain, panneaux solaires, à condition qu'ils soient fabriqués en France, qu'ils ne coûtent pas une fortune et qu'ils soient fabriqués en France, qu'ils soient recyclables et qu'ils ne coûtent pas une fortune pour l'eau chaude. Après, je vois bien une éolienne domestique. Aujourd'hui, ça existe. Les coûts sont encore un peu élevés pour votre électricité, donc, éventuellement le chauffage. De la production locale. Je donne rapidement la parole à Madame Goulet parce qu'on n'a plus beaucoup de temps d'émission. Oui, moi, je suis pour l'indépendance énergétique. C'est quand même le général de Gaulle qui nous a quand même permis d'avoir... Et puis, on en parle beaucoup puisqu'on a le gaz russe. Donc alors, voilà, c'est vrai une question que aussi. le en même temps d'Emmanuel Macron, ça laisse un peu sceptique parce que ça met en péril une filière en plus, parce qu'en fait, il y a des problèmes de maintenance. Donc, ça aurait quand même été bien qu'il soit constant sur le sujet. Donc, il a, par opportunisme électoral, effectivement dit qu'il était contre, et puis maintenant, il est pour. Et tout ça pour revenir au projet en Meuse. Je trouve que c'est un projet qui est tout à fait... j'y suis favorable. Voilà, il faut toutes les garanties, mais je pense que effectivement, c'est en bonne voie. À suivre donc. Voilà. Bon, merci pour ce mot sur notre énergie, notre indépendance énergétique. On a fait le tour à peu près de nos 3 thématiques. Avant de poursuivre et de vous laisser la parole sur 30 secondes chacun pour nous dire pourquoi voter pour vous, je vous rappelle que 7 autres candidats se présentent sur cette deuxième circonscription de la Meuse. Vous les découvrez. Il s'agit de Nicolas Bedel pour les Patriotes, Yves Divert pour le mouvement écologiste indépendant, Jean-Luc Duré d'Hiver, Martin Gallic d'Hiver, Pascal Arros d'Hiver Gauche, Pierre Nordeman pour Lutte ouvrière et Michel Testi pour le Parti animaliste. Alors, on a perdu un petit peu de temps, mais on va vous donner quand même 30 secondes à chacun pour pouvoir conclure. On le refait dans l'ordre qui avait été établi au début de cette émission. Anne Bou, on commence par vous. Pourquoi voter pour vous le 12 et peut-être le 19 juin ? Alors, je serai une femme engagée, déterminée. Je pourrai effectivement porter votre voix au niveau donc, du national. Je souhaite vraiment co-construire avec vous. Voilà, j'entends votre colère, j'entends votre désarroi. Je sais que le dialogue aujourd'hui est très important. Je suis quelqu'un donc du territoire, comme vous aurez pu le comprendre. Je suis une battante pour tous ceux qui me connaissent depuis plus de 18 ans. Et je voudrais remercier particulièrement et féliciter une jeune fille qui s'appelle donc Erin, qui fait la fierté de Verdun et qui est championne de France au niveau d'haltérophilie. Merci, c'est fini. On passe à vous, Madame Goulet. Alors moi, d'abord, je voudrais dire aux téléspectateurs, aux électeurs, que surtout, allez voter le 12 juin et le 19 juin, parce que c'est très très important, parce que c'est le 3e tour de cette élection présidentielle, en fait. Et je crois que la Meuse a montré qu'elle avait envie que les propositions de Marine Le Pen soient portées par le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Donc je serai à ses côtés, je me battrai pour la ruralité et je souhaite vraiment que pour le pouvoir d'achat, contre la réforme Merci. de la retraite à 65 ans aussi. Voilà. Merci Madame Goulet. On passe à Monsieur Adonné, 30 secondes. L'expérience acquise au fil des ans de mes différentes fonctions m'ont permis de me faire prendre conscience des enjeux de mon territoire. D'ailleurs, je suis le seul élu local autour de la table. Non. Allez-y, il vous reste 17 secondes. Je dirais simplement que le monde de demain se dessine aujourd'hui. Il faut agir. Je veux agir. C'est pour cette raison que je veux être le député de la 2e circonscription de la Meuse. C'est compris. Monsieur Laflotte. Écoutez, pour ce prochain mandat, il faut ramener de la démocratie à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est pas une chambre d'enregistrement du gouvernement, comme ça a pu l'être pendant 5 années. J'en veux pour preuve Émilie Cariou, la députée sortante, qui était élue avec la majorité présidentielle et qui est partie au bout de 2 ans en disant bon, ça sert à rien de rester dans cette majorité. En plus, monsieur Macron ne fait pas ce qu'il a prévu. Donc elle est partie. Elle me soutient maintenant. Elle soutient la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour défendre le pouvoir d'achat et l'écologie. Merci. On finit par vous, Michel Menson. Oui. Reconquête est récent. Il y a 6 mois. On est déjà au niveau national à pas loin de 130 000 adhérents.
parce qu'ils veulent sauver la France. Tous les candidats Reconquête ont cette idée de la France libre, indépendante et souveraine, chevillée au corps. Donc, si vous votez pour nous, vous votez pour votre avenir, vous votez pour la France, et vous n'oubliez pas vos intérêts. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres débats sur France 3. Excellente soirée à toutes et à tous.